Investir en bourse, c'est deux choses. Développer un maximum un capital de départ, pérenniser au maximum un capital dans le temps. Dans les deux cas, il existe des méthodes connues et qui ont fait leurs preuves, et c'est ce que je vous partage sur cette chaîne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à la deuxième partie, comment faire durer dans le temps son capital. Parce qu'évidemment, faire grandir son capital, gagner de l'argent, c'est bien, mais le conserver ensuite, c'est beaucoup mieux. Quand on cherche à développer son capital, qu'est-ce qu'on fait? On va investir sur des actifs qui rapportent du rendement, c'est le but. Donc typiquement des actions, et ce dont je vous parle sur cette chaîne, l'investissement passif avec les ETF, donc les ETF actions. Or les actions, c'est super sympa quand ça augmente, comme par exemple le Nasdaq 100 en 2009 plus 42% ou en 2023 plus 49%. Mais c'est beaucoup moins drôle quand ça fait moins 28% comme en 2022 ou même moins 38% comme en 2008. Évidemment, dans le cas de fortes chutes, pas facile de rester investi. Surtout qu'on ne sait jamais combien de temps la chute va durer. Un mois, comme pour le SP500 en 2020 qui a fait moins 34%, un an et demi, comme entre 2007 et 2009, toujours pour le SP500 qui a fait moins 57%, 2 ans et demi, comme de 2000 à 2002, pour le Nasdaq 100 qui a fait moins 78%. Alors bien évidemment, le stress va dépendre de votre niveau d'investissement. Si vous avez placé 1000, 5000, 10 000, 20 000 euros, le stress de perdre la moitié de son investissement peut être relativisé. En revanche, au bout de plusieurs années, quand votre capital est plus conséquent, quand on parle de 50 000, de 100 000, de 150 000, 200 000, 300 000 euros ou plus, c'est forcément des sueurs froides garanties. Dans ce cas-là, vous pourriez être tenté de tout vendre pour limiter les pertes et évidemment de vendre au plus mauvais moment. Donc sécuriser son capital, ça sert à limiter l'impact émotionnel et éviter de prendre les pires décisions pour vos investissements. Sécuriser son portefeuille, ce n'est pas une option et ça devient d'autant plus une nécessité au fur et à mesure que votre horizon de placement se rapproche. Cependant, pour beaucoup de personnes, sécuriser ses investissements, sécuriser son portefeuille, ça reste quand même quelque chose d'assez flou. Quand on prend la partie rendement de son portefeuille, ça reste globalement assez clair puisqu'on sait que quand on investit en bourse, la partie rendement de son portefeuille va être constituée essentiellement d'actions ou d'ETF actions. Alors évidemment, on peut faire d'autres choses comme par exemple les crypto-monnaies, mais globalement, l'idée reste quand même la même, la direction est toujours la même, le rendement. Par contre, sécuriser son portefeuille, c'est pas du tout la même chose dans le sens où les directions peuvent être différentes. Et quand on se retrouve avec par exemple 20-30% de son portefeuille dans une partie sécuritaire, on peut se dire finalement, qu'est-ce que je fais? Comment je construis les choses de façon optimale? Parce que parfois, entre deux types d'actifs sécuritaires, on peut se dire, il est où le rapport? Donc avant de commencer, justement, je voudrais qu'on fasse un point sur les actifs sécuritaires, les catégories d'actifs sécuritaires pour que ce soit plus clair pour vous. Et en fait, je pense très clairement que, en tout cas c'est ma vision des choses, on peut diviser les actifs sécuritaires en trois grandes catégories. Donc la première catégorie, ça va être les actifs sécuritaires défensifs. Donc les actifs sécuritaires défensifs, le but avant tout, c'est la préservation, la sécurisation d'une partie de votre allocation. Et donc évidemment ça va dépendre des actifs sécuritaires, certains vont vous permettre de préserver totalement à 100% ce que vous allez placer dessus, d'autres ce sera un peu moins, mais l'idée sera toujours la même, je préserve une partie de mon patrimoine. Donc évidemment ça dépend des types d'actifs aussi parce que cette préservation va se faire forcément au prix du rendement, vous aurez un rendement relativement faible, mais voilà, les actifs sécuritaires défensifs, l'idée c'est la préservation d'une partie de votre patrimoine. Ensuite vous avez les actifs sécuritaires résilients. Donc là, comme le nom l'indique, ils sont là pour résister ou même profiter des baisses du marché des actions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir une crise plus ou moins importante du marché action, ces actifs vont prendre le relais de différentes façons, mais vont vous permettre de mieux résister à ces crises, voire même justement de pouvoir en tirer parti. Et donc ça, ce sont les actifs sécuritaires résilients. Et enfin, vous avez une troisième et dernière catégorie qui sont les actifs sécuritaires dits offensif. Alors ça peut paraître bizarre de se dire actif sécuritaire offensif, mais en fait l'idée des actifs sécuritaires offensifs,
ça va être tout simplement d'aller quand même chercher de la performance, mais avec moins de risques. Donc ce sera des actifs qui vont aller chercher du rendement, ce sera évidemment du rendement moins important que le rendement que vous pouvez obtenir avec des actions, mais aussi il y aura un risque, une volatilité qui sera aussi beaucoup moins importante. Donc je pense vraiment que quand on voit les choses de cette façon-là, quand on ne voit pas la partie sécuritaire comme une espèce d'ensemble où on ne comprend pas vraiment, mais quand on la divise en trois parties, les actifs sécuritaires défensifs, les actifs sécuritaires résilients et les actifs sécuritaires offensifs, c'est déjà beaucoup plus simple de pouvoir se constituer un portefeuille équilibré et qui correspond à notre profil. Dans tous les cas, ce qui est vraiment le plus important quand vous constituez votre allocation, c'est toujours la même chose, que ce soit le rendement ou le sécuritaire, c'est de pas de copier ce que vous voyez, mais vraiment de pouvoir comprendre, vous pouvez vous inspirer, mais de comprendre vraiment ce que vous faites, pourquoi je fais ça, pourquoi je mets ce type d'actif, est-ce que ça correspond vraiment à mon profil, à mes objectifs. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 actifs pour sécuriser votre portefeuille. À chaque fois, je vous dirai dans quelle catégorie d'actifs sécuritaires, donc défensifs, résilients ou offensifs, ils sont. Et surtout, dans cette vidéo, je vais mettre l'accent non pas sur les informations, mais plutôt sur pourquoi c'est intéressant. Si vous voulez retrouver toutes les informations sur chacun de ces actifs que je vais vous présenter, donc sur ces 9 actifs, vous pouvez les retrouver sous la forme d'un grand tableau synthétique téléchargeable gratuitement dans le premier lien dans la description. Donc vous y retrouverez les points principaux à connaître pour chacun des actifs. En plus, par rapport à la vidéo, vous avez aussi des points de vigilance spécifiques à chacun d'eux, ce à quoi vous devez faire attention avant de vous lancer et d'investir sur l'actif concerné. Et puis toujours dans ce tableau, vous aurez un exemple représentatif de chacun des actifs. L'idée, c'est pas forcément de vous dire d'investir sur celui-là précisément, mais plutôt de vous montrer un actif intéressant, un exemple intéressant pour chacun de ces actifs dans chaque catégorie. C'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Alors on commence avec la première partie, la première catégorie, donc les actifs sécuritaires défensifs les plus nombreux. Donc ils vont servir à préserver votre capital quoi qu'il arrive. Et logiquement, on retrouve en première position les livrets défiscalisés, comme le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, le LDDS. Tout le monde connaît le livret A, en tout cas 81% de la population française en a un, mais la plupart du temps, c'est juste parce que c'est le plus connu des placements et le plus simple à comprendre. Cependant, ce qu'il faut savoir sur les livrets, c'est qu'ils servent avant tout pour votre épargne de précaution, c'est-à-dire celle qu'il faut absolument préserver, c'est votre assurance personnelle en cas de coup dur, elle doit être disponible à tout moment, sans délai, c'est pourquoi ce type de livret est idéal pour ce type d'épargne. En revanche, ce n'est pas intéressant de garder beaucoup plus d'argent sur ces livrets. Car depuis 2017 et jusqu'à fin 2023, en tout cas, leur taux d'intérêt a été inférieur à l'inflation. À voir pour les années à venir ce que décideront les politiques et tant que l'inflation, même faible, se situe au-dessus du rendement des livrets, vous perdez de l'argent. Pas en capital bien sûr, mais en pouvoir d'achat. A noter qu'ils ont quand même un gros avantage sur les autres placements, c'est le fait qu'il n'y a pas de fiscalité. Pas d'impôts, pas de prélèvements sociaux, les rendements sont indiqués nets. Maintenant en termes de livret, il existe une autre solution, c'est le livret d'épargne populaire, le LEP, qui propose un rendement plus intéressant. Donc là, vous avez la comparaison entre l'évolution de l'inflation en noir et l'évolution des taux d'intérêt du livret A et du LEP de 2000 à 2023. On voit que le LEP permet de mieux se prémunir de l'inflation, même si ce n'est pas parfait. Malheureusement, il a un point faible, le plafond de dépôt qui est assez bas, 10 000 € le 1er octobre 2023, contre 22 950 € pour le livret A et 12 000 € pour le LDDS. Après, il faut savoir que toutes les banques ne proposent pas le LEP, il y a une seule banque en ligne d'ailleurs qui propose le LEP, c'est indiqué, toutes ces informations-là sont indiquées dans le tableau, dans le premier lien, dans la description à télécharger gratuitement. Maintenant, un deuxième autre actif qui est lui aussi extrêmement sécuritaire, c'est l'assurance vie en fonds euros. Donc c'est très sécuritaire, donc là on est vraiment dans le sécuritaire défensif, mais vraiment très défensif, parce que le capital est garanti. Quand on dit que le capital est garanti, cela signifie que l'argent que vous placez est protégé contre les pertes. Autrement dit, l'assureur s'engage à ne jamais vous rendre moins que ce que vous avez investi, même si les marchés financiers sont en baisse. Et les intérêts que vous avez acquis chaque année sont intégrés au capital à la fin de l'année. Donc on parle souvent de l'assurance vie, et notamment de l'assurance vie en fonds euros comme un outil de transmission de son patrimoine, mais ça va aussi vous permettre de sécuriser totalement la partie de votre allocation que vous souhaitez sécuriser, quel qu'en soit le montant, puisqu'il n'y a pas de montant limite sur l'assurance vie en fonds euros. En revanche, si votre capital de départ reste intact, les rendements, eux, vont varier. La moyenne des rendements des fonds euros en 2023 était de 2,50%. C'est pas énorme, mais suffisant pour être supérieur à l'inflation, à part en 2021, 2022 et 2023. Attention, je parle de rendement net de frais, mais brut d'impôts et de prélèvements sociaux. Parce qu'évidemment, seuls les livrets sont défiscalisés, tous les autres placements sont soumis aux prélèvements sociaux et plus ou moins d'impôts. Dans le cas de l'assurance vie, vous pourrez être exonéré d'une partie des impôts sur vos gains. Mais attention, il faudra que votre contrat d'assurance vie ait plus de 8 ans.
Actif suivant, c'est le compte à terme, toujours dans la catégorie des actifs donc sécuritaires, parce que c'est cette vidéo, mais sécuritaire défensif. On en parle beaucoup moins, mais le compte à terme est un produit d'épargne où vous déposez une somme d'argent pour une durée déterminée en échange d'un taux d'intérêt fixe. Pendant cette période, votre argent est bloqué, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y toucher sans avoir de pénalité. Le taux d'intérêt est lui aussi relativement bas et votre argent est immobilisé sur une durée qui peut aller de quelques mois à 5 ans maximum. Le compte à terme pourrait donc représenter une alternative aux assurances vie en fonds euros pour des placements à court ou à moyen terme. Alors pourquoi vous pourriez avoir un compte à terme? Déjà actuellement pour cranter un taux d'intérêt sur une épargne garantie, car la Banque Centrale Européenne a commencé à baisser ses taux. Donc si vous avez une somme d'argent à placer en vue de l'utiliser plus tard, qui ne nécessite pas de retrait dans un avenir proche, disons sur un horizon de 1 à 4-5 ans, ou alors si vous souhaitez diversifier vos placements à court ou moyen terme, en conservant une relative liquidité tout en étant rémunéré, ou éventuellement en complément d'un contrat d'assurance vie. A noter qu'il y a quand même un montant minimum pour ouvrir un compte à terme, qui peut varier de quelques dizaines à quelques milliers d'euros suivant les banques. Alors maintenant on va rentrer dans un autre type d'actifs qui sont les obligations, qui sont un actif évidemment sécuritaire dans la partie sécuritaire, mais qui est aussi un actif très riche puisque dans les obligations vous allez aussi bien trouver du sécuritaire défensif que du sécuritaire résilient que du sécuritaire offensif. Donc vous avez le choix. Donc précision importante pour ceux qui ne le sauraient pas, les obligations sont des titres de dette. C'est donc des prêts que vous faites à un État ou à une entreprise. Donc puisque c'est un prêt, l'État ou l'entreprise doit vous rembourser. Et la plupart du temps, évidemment, ce sera le cas. C'est pour ça que les obligations font partie des actifs sécuritaires. Mais parfois, l'entreprise ou l'État peut avoir des difficultés, voire même faire faillite. Et dans ce cas-là, vous ne serez pas remboursé. C'est pour ça que le capital n'est pas garanti. Cependant, pas de panique, il existe un moyen simple de savoir si vous prêtez votre argent à un État ou une entreprise digne de confiance, ou en tout cas d'évaluer le risque. C'est la note qui leur est attribuée par les agences de notation. Cette note va de AAA à D. Donc AAA pour les entreprises ou États très sûr, D pour les entreprises ou États en faillite ou alors pas loin de l'être. Bien évidemment, plus la note s'éloigne de AAA et plus vous aurez de rendement, mais vous aurez aussi plus de risques de ne pas être remboursé. C'est donc vous qui voyez. Donc, les types d'actifs qui investissent sur les obligations, on peut les classer en globalement 3 catégories. Tout d'abord, les fonds obligataires datés. Avec les fonds datés, on reste très proche des obligations en direct car ces placements ont, comme les obligations, une durée de vie déterminée à l'avance qui sera en général entre 3 et 7 ans pour les fonds datés. La différence avec les obligations, c'est qu'au lieu de placer votre argent sur une seule obligation, en investissant dans un fonds daté, vous le placez sur un panier d'obligations, ce qui permet d'être plus diversifié et de lui réduire le risque de défaut d'une seule entreprise. Donc comme pour le compte à terme, en fait, avec les fonds datés, vous connaissez votre horizon de placement dès le départ, ce qui peut être aussi intéressant pour placer des liquidités qu'on utilisera plus tard. Vous savez dès le départ quand vous allez récupérer votre argent. En revanche, cette fois-ci, le rendement, lui, n'est pas garanti, il est estimé. Tout simplement parce que le gestionnaire peut avoir à faire des arbitrages si une des entreprises fait faillite par exemple. Mais quoi qu'il en soit, le rendement est la plupart du temps proche de celui annoncé. Attention, pour bénéficier du rendement prévu, vous devez conserver votre investissement jusqu'à échéance. Si vous souhaitez récupérer votre argent avant la date de fin du fonds, vous risquez de vendre vos parts avec une décote et de perdre une partie du rendement. Conclusion, choisissez les fonds datés si vous voulez placer votre argent sur un court ou moyen terme avec un rendement connu à l'avance et qui sera meilleur, en tout cas pour les fonds datés actuels, qui ont bénéficié de la hausse des taux d'intérêt que le rendement des comptes à terme, en gardant quand même en tête que ce rendement n'est pas fixe mais estimé. Deuxième type d'investissement sur les obligations, les ETF obligataires. Les ETF obligataires regroupent comme les fonds datés des obligations, mais ils s'apparentent beaucoup plus à des ETF actions. Pourquoi ? Déjà, ils sont beaucoup plus diversifiés que les fonds datés. D'une part, géographiquement, comme on peut le voir avec cet ETF Global Aggregate, d'autre part, en termes de qualité de crédit, car certains investissent dans une multitude d'États ou d'entreprises différentes. Toujours sur cet exemple de cet ETF Global Aggregate Bond, on a des obligations qui vont de AAA à BBB. Et enfin, en termes de maturité, c'est-à-dire de date d'échéance des obligations qu'ils composent. Dans l'exemple, elles vont du très court terme, 0 à 1 an, à très long terme, plus de 20 ans. Et c'est ça la différence majeure entre un fonds daté et un ETF obligataire. Un ETF obligataire n'a pas de date d'échéance. Leur durée de vie est illimitée, c'est la durée de vie de l'ETF. C'est pour ça qu'ils sont quelque part dans l'idée plus proche des ETF actions parce qu'ils se contentent de suivre un indice. D'ailleurs, comme pour les ETF actions, les frais des ETF obligataires sont particulièrement réduits par rapport aux fonds datés. La moyenne est de 0,30% et sur l'exemple, ils sont à peine de 0,10%, alors que les frais des fonds datés vont plus tourner autour des 1,5%. Donc pourquoi choisir un ETF obligataire? Pour leur grande flexibilité, puisque les ETF obligataires sont une classe très large d'actifs. Ça va du sécuritaire défensif pour la sécurité coûte que coûte au sécuritaire résilient pour
profiter justement des baisses du marché des actions, à sécuritaire offensif pour aller chercher de la performance, mais avec un risque plus contenu que pour les actions. Donc c'est vraiment les couteaux suisses de votre portefeuille. Ils sont très liquides, ils sont peu chers, ils ont peu de frais, ils vont vous permettre d'affiner votre stratégie et de préserver une partie de votre capital sans anéantir votre rendement. Donc typiquement, si vous voulez avoir un portefeuille vraiment agile, un portefeuille vraiment flexible, et d'autant plus au fur et à mesure que votre horizon de placement se réduit, c'est très difficile de se passer des ETF obligataires. Et pour cette catégorie d'actifs en particulier, c'est très intéressant de les combiner entre eux. La vraie puissance des ETF obligataires, c'est quand vous allez bien les combiner entre eux dans votre portefeuille pour votre stratégie. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, vous allez pouvoir trouver dans le tableau à télécharger gratuitement dans le premier lien dans la description des points d'attention sur chacun de ces actifs que je vous invite à lire. Je ne détaille pas dans la vidéo pour pas que ce soit trop long, mais tout ça c'est indiqué dans le tableau. Et vous avez aussi des exemples à chaque fois pour chacun de ces actifs, c'est le premier lien. Troisième et dernier actif sur les obligations, les high bonds. Alors les high bonds, c'est des ETF obligataires mais avec une date d'échéance. Donc une sorte de mix entre les ETF obligataires et les fonds datés. Ils ont été lancés par BlackRock en 2023, aujourd'hui il en existe près d'une trentaine. Donc ces ETF cumulent donc les avantages des ETF obligataires, c'est-à-dire une très grande diversification, un prix de la part très bas et des frais très faibles, et des fonds datés, une date d'échéance, donc un rendement estimé connu à l'avance. Donc ces actifs sont intéressants si vous voulez rester dans le cadre des ETF, pouvoir faire plus facilement des arbitrages dans votre portefeuille avec les ETF actions, donc tous les avantages des obligations pures et en même temps des ETF. Actifs suivants, ce sont les SCPI. Les SCPI vont vous permettre de vous diversifier sur l'immobilier sans avoir à gérer les biens par vous-même, ce qui est un gros avantage. Donc l'intérêt d'investir dans les SCPI pour sécuriser son portefeuille, c'est que les SCPI, quand vous investissez dans les SCPI, vous investissez dans l'immobilier non coté. Donc double avantage, vous êtes diversifié par rapport au marché actions et en plus vous allez être totalement indépendant car les parts de SCPI sont complètement décorrélées du marché des actions comme on peut le voir sur ce graphique. Les fluctuations de la bourse n'auront aucun impact sur vos rendements. De plus, comme on peut aussi le voir sur ce comparatif entre le SP500 et le rendement moyen des SCPI depuis 2018, les rendements des SCPI sont extrêmement stables. On reste autour de 4,5%. A noter quand même que l'investissement en SCPI est un investissement plutôt long terme, prévoir 8 à 10 ans pour compenser les frais de souscription qui sont assez élevés. Il y a aussi un montant minimum d'investissement comme pour le compte à terme ou les fonds datés. Et puis si l'immobilier ne porte pas très bien au moment où vous voulez revendre vos parts, vous allez avoir à attendre un peu ou alors subir une décote. C'est pour ça que cet actif est considéré comme peu liquide. Mais c'est quand même un très bon moyen de préserver une partie de votre capital et aussi d'obtenir des revenus dessus. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec le 9e et dernier actif qui est dans la partie sécuritaire résilient, c'est l'or. Donc moi, je considère l'or comme un actif incontournable dans un portefeuille diversifié. Après, à vous de juger à quel pourcentage vous voulez le mettre. C'est un actif refuge, une forme de protection contre l'incertitude économique, en plus d'être un investissement sûr. Si on regarde son évolution entre 2000 et 2023, de janvier à janvier, il a eu une performance de 542%, soit 8,42% annualisé. Comparé au MSCI World sur exactement la même période, qui a fait 4,5% annualisé seulement. Pourquoi est-ce un actif résilient? Avant tout parce qu'il est inversement corrélé aux actions. Quand les actions baissent, ils montent et inversement. Ici, l'intérêt, c'est que vos actifs ne baissent pas tous en même temps. Quand vous allez avoir des pertes avec les actions, vous allez avoir des gains avec l'or, ce qui va vous permettre à votre portefeuille de se maintenir à un certain niveau, de résister à la baisse des marchés actions. Et c'est ça qui en fait un actif résilient. Bien sûr, vous pouvez toujours acheter des lingots d'or pour les mettre dans un coffre, mais les ETC adossés physiquement à l'or sont quand même beaucoup plus pratiques et plus simples à gérer pour votre portefeuille. Et comme tous les ETF, ils sont très liquides, donc facilement vendables si vous le souhaitez. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les actifs sécuritaires, de mieux voir vos possibilités, surtout de mieux les catégoriser, de voir que les actifs sécuritaires, c'est pas juste un ensemble qui permet de juste pas perdre d'argent, non, c'est différentes catégories qui permettent justement pour chaque catégorie d'avoir des objectifs spécifiques. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir toutes les informations et avoir tout ça, tous ces actifs sous la forme d'un grand tableau synthétique, c'est le premier lien dans la description. Vous aurez plus d'informations que cette vidéo si vous voulez pouvoir compléter et vraiment pouvoir mieux comprendre en détail, de façon posée, chacun de ces actifs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!